La Terre, partie 10 du livre audio, chapitre 2 de la partie 4 du roman. Dès le lendemain, Fouan alla s'installer chez les Buteau. Le déménagement ne dérangea personne. 2 paquets de hardes que le vieux tint à porter lui-même et dont il fit 2 voyages. Vainement, les 2 lhomes voulurent provoquer une explication. Il partit sans répondre un mot. Chez les Buteau, on lui donna, derrière la cuisine, la grande pièce du rez-de-chaussée, où, jusque-là, on n'avait serré que la provision de pommes de terre et les betteraves pour les vaches. Le pis était qu'une lucarne, placée à 2 mètres, l'éclairait seule d'un jour de cave. Et le sol de terre battue, les tas de légumes, les détritus jetés dans les coins, y entretenaient une humidité qui collait en larmes jaunes sur le plâtre nu des murailles. D'ailleurs, on laissa tout, on ne débarrassa qu'un angle pour y mettre un lit de fer, une chaise et une table de bois blanc. Le vieux parut enchanté. Alors, Buteau triompha. Depuis que Fouan était chez les Delhomme, il enrageait de jalousie, car il n'ignorait pas ce qu'on disait dans Rogne. Bien sûr que ça ne gênait point les Delhomme de nourrir leur père, tandis que les Buteau, dame, ils n'avaient pas de quoi. Aussi, dans les premiers temps, le poussa-t-il à la nourriture, rien que pour l'engraisser, histoire de prouver qu'on ne crevait pas de faim chez lui. Et puis, il y avait les 150 francs de rente, provenant de la maison vendue, que le père laisserait certainement à celui de ses enfants qui l'aurait gardé. D'autre part, ne l'ayant plus à sa charge, Delhomme allait sans doute recommencer à lui payer sa part de la rente annuelle, 200 francs, ce qu'il fit en effet. Buteau comptait sur ces 200 francs. Il avait tout calculé. Il s'était dit qu'il aurait la gloire d'être un bon fils en ne rien sortant de sa poche et avec l'espérance d'en être récompensé plus tard. Sans parler du magot qu'il soupçonnait toujours au vieux, bien qu'il ne fût jamais parvenu à avoir une certitude. Ce fut, pour Fouan, une vraie lune de miel. On le fêtait, on le montrait aux voisins. Hein? Quelle mine de prospérité! Avait-il l'air de dépérir? Les petits, Laure et Jules, toujours dans ses jambes, l'occupaient, le chatouillaient au cœur. Mais il était surtout heureux de retourner à ses manies de vieil homme, d'être plus libre, dans le laisser-aller plus grand de la maison. Quoique bonne ménagère et propre, Lise n'avait pas les raffinements ni les susceptibilités de Fanny, et il pouvait cracher partout, sortir, rentrer à sa guise, manger à chaque minute, par cette habitude du paysan qui ne passe pas devant le pain sans y tailler une tartine, au gré des heures de travail. 3 mois s'écoulèrent ainsi. On était en décembre, des froids terribles gelaient l'eau de sa cruche au pied de son lit. Mais il ne se plaignait pas, les dégels même avaient beau tremper la pièce, en faire ruisseler les murs, comme sous une pluie battante, il trouvait ça naturel, il avait vécu dans cette rudesse. Pourvu qu'il eût son tabac, son café, et qu'on ne le taquinât point, disait-il, le roi n'était pas son oncle. Ce qui commença de gâter les choses, ce fut qu'un matin de clair soleil, rentrant dans sa chambre chercher sa pipe, lorsqu'on le croyait déjà sorti, Fouan y trouva Buteau en train de culbuter Françoise sur les pommes de terre. La fille, qui se défendait gaillardement, sans un mot, se ramassa, quitta la pièce après avoir pris les betteraves qu'elle y venait chercher pour ses vaches. Et le vieux, resté seul en face de son fils, se fâcha. « Sale cochon, avec cette gamine, à côté de ta femme. Et elle ne voulait pas, je l'ai bien vu qui gigotait. » Mais Buteau, encore soufflant, le sang au visage, n'accepta pas la remontrance. « Est-ce que vous avez à y foutre le nez? Fermez les quinquets, taisez votre bec, ou ça tournera mal. » Depuis les couches de Lise et la bataille avec Jean, Buteau s'était de nouveau enragé après Françoise. Il avait attendu que son bras cassé fût solide. Il sautait sur elle, maintenant, dans tous les coins de la maison, certain que s'il l'avait une fois, elle serait ensuite à lui tant qu'il voudrait. N'était-ce pas la meilleure façon de reculer le mariage, de garder la fille et de garder la terre? Ces 2 passions arrivaient même à se confondre, l'entêtement à ne rien lâcher de ce qu'il tenait, la possession furieuse de ce champ,
le rut inassouvi du mal, fouetté par la résistance. Sa femme devenait énorme, un tas à remuer, et elle nourrissait, elle avait toujours l'or pendu aux tétines, tandis que l'autre, la petite belle-sœur, sentait bon la chair jeune, de gorge aussi élastique et ferme que l'épi d'une génisse. D'ailleurs, il ne crachait pas plus sur l'une que sur l'autre. Ça lui en ferait deux, une molle et une dure, chacune agréable dans son genre. Il était assez bon coq pour deux poules. Il rêvait une vie de pacha, soignée, caressée, gorgée de jouissance. Pourquoi n'aurait-il pas épousé les deux sœurs si elles y consentaient ? Un vrai moyen de resserrer l'amitié et d'éviter le partage des biens dont il s'épouvantait, comme si on l'avait menacé de lui couper un membre. Et, de là, dans les tables, dans la cuisine, partout, dès qu'ils étaient seuls une minute, l'attaque et la défense brusques, Buteau se ruant, Françoise cognant. Et toujours la même scène, courte et exaspérée. Lui envoyant la main sous la jupe, l'empoignant là, à nu, en un paquet de peaux et de crinières, ainsi qu'une bête qu'on veut monter. Elle, les dents serrées, les yeux noirs, le forçant à lâcher prise, d'un grand coup de poing entre les jambes, en plein. Et pas un mot, rien que leur haleine brûlante, un souffle étouffé, le bruit amorti de la lutte. Il retenait un cri de douleur, elle rabattait sa robe, s'en allait en boitant, le bas-ventre tiré et meurtri, avec la sensation de garder à cette place les 5 doigts qui la trouaient. Et cela, lorsque Lise était dans la pièce d'à côté, même dans la même pièce, le dos tourné pour ranger le linge d'une armoire, comme si la présence de sa femme l'eût excité, certain du silence fier et têtu de la gamine. Cependant, depuis que le père Fouan les avait vus sur les pommes de terre, des querelles éclataient. Il était allé dire crûment la chose à Lise pour qu'elle empêchât son mari de recommencer. Et celle-ci, après lui avoir crié de se mêler de ses affaires, s'était emportée contre sa cadette. Tant pis pour elle, si elle agaçait les hommes, car autant d'hommes, autant de cochons, fallait s'y attendre. Le soir, pourtant, elle avait fait à Buteau une telle scène que, le lendemain, elle était sortie de leur chambre avec un œil à demi fermé et noir d'un coup de poing, égaré pendant l'explication. Dès ce moment, les colères ne cessèrent plus, se gagnèrent des uns aux autres. Il y en avait toujours 2 qui se mangeaient, le mari et la femme, ou la belle-sœur et le mari, ou la sœur et la sœur, quand les 3 n'étaient pas à se dévorer ensemble. Ce fut alors que la haine lente, inconsciente, s'aggrava entre Lise et Françoise. Leur bonne tendresse de jadis en arrivait à une rancune sans raison apparente, qui les heurtait du matin au soir. Au fond, la cause unique était l'homme, ce Buteau, tombé là comme un ferment destructeur. Françoise, dans le trouble dont il l'exaspérait, aurait succombé depuis longtemps si sa volonté ne s'était bandée contre le besoin de se laisser faire chaque fois qu'il la touchait. Elle s'en punissait durement, entêtée à cette idée simple du juste, ne rien donner d'elle, ne rien prendre aux autres. Et sa colère était de se sentir jalouse, d'exécrer sa sœur, parce que celle-ci avait à elle cet homme, près duquel elle-même serait morte d'envie plutôt que de partager. Quand il la poursuivait, débraillée, le ventre en avant, elle crachait furieusement sur sa nudité de mâle, elle le renvoyait à sa femme avec ce crachat. C'était un soulagement à son désir combattu, comme si elle eût craché au visage de sa sœur dans le mépris douloureux du plaisir dont elle n'était pas. Lise, elle, n'avait point de jalousie, certaine que Buteau s'était vanté en gueulant qu'il se servait d'elle deux. Non qu'elle le crût incapable de la chose, mais elle était convaincue que la petite, avec son orgueil, ne céderait pas. Et elle lui en voulait uniquement de ce que ses refus changeaient la maison en un véritable enfer. Plus elle grossissait, plus elle se tassait dans sa graisse, satisfaite de vivre, d'une gaieté d'égoïsme rapace, ramenant à elle la joie d'alentour. Était-ce possible qu'on se disputât de la sorte, qu'on se gâtât l'existence lorsqu'on avait tout pour être heureux ? Ah, la bougresse de gamine, dont le sacré caractère était la seule cause de leurs embêtements. Chaque soir, quand elle se couchait, elle criait à Buteau. « C'est ma sœur, mais qu'elle ne recommence pas à m'aguicher. »
ou je te la flanque dehors. Lui n'entendait pas de cette oreille. Un joli coup. Tout le pays nous tomberait dessus. Nom de Dieu de femelle, c'est moi qui va vous foutre à dessaler ensemble dans la mare pour vous mettre d'accord. 2 mois encore se passèrent, et Lise, bousculée, hors d'elle, aurait sucré 2 fois son café, comme elle le disait, sans le trouver bon. Les jours où sa sœur avait repoussé une nouvelle attaque de son homme, elle le devinait à une recrudescence de méchante humeur, si bien qu'elle vivait maintenant dans la crainte de ses échecs de buteau, anxieuse quand il filait sournoisement derrière la jupe de Françoise, certaine de le voir reparaître brutal, cassant tout, torturant la maison. C'étaient des journées abominables, et elle ne les pardonnait point à la fichue entêtée qui ne faisait rien pour arranger les choses. Un jour surtout, ce fut terrible. Buteau, qui était descendu à la cave avec Françoise, tirer du cidre, en remonta si mal arrangé, si rageur, que pour une bêtise pour sa soupe qui était trop chaude, il lança son assiette contre le mur, puis s'en alla en renversant Lise d'une gifle à tuer un bœuf. Celle-ci se ramassa, pleurante, saignante, la joue enflée. Et elle se jeta sur sa sœur. Elle cria « Salope, couche avec, à la fin. J'en ai assez. Je file, moi. Si tu t'obstines pour me faire battre. » Françoise l'écoutait, saisie, toute pâle. « Aussi vrai que Dieu m'entend, j'aime mieux ça. Il nous fichera la paix, peut-être. » Elle était retombée sur une chaise. Elle pleurait à petits sanglots, et toute sa grasse personne qui fondait disait son abandon, son unique désir d'être heureuse, même au prix d'un partage. Du moment qu'elle garderait sa part, ça ne la priverait de rien. On se faisait des idées bêtes là-dessus, car ce n'était bien sûr pas comme le pain qui s'use à être mangé. Est-ce qu'on n'aurait pas dû s'entendre, se serrer les uns contre les autres pour le bon accord, enfin vivre en famille? Voyons, pourquoi ne veux-tu pas? Révoltée, étranglée, Françoise ne trouva que ce cri de colère. Tu es plus dégoûtante que lui. Elle s'en alla de son côté, sanglotée dans l'étable, où la Coliche la regarda de ses gros yeux troubles. Ce qui l'indignait, ce n'était pas la chose en elle-même, c'était ce rôle de complaisance, le coup de noces toléré, la paix du ménage. Si elle avait eu l'homme à elle, jamais elle n'en aurait cédé un bout. Pas même grand comme ça. Sa rancune contre sa sœur devint du mépris. Elle se jura d'y laisser toute la peau de son corps plutôt que de consentir à présent. Mais, dès ce jour, la vie se gâta davantage. Françoise devint le souffre-douleur, la bête sur qui l'on tapait. Elle était rabaissée au rôle de servante, écrasée de gros travaux, continuellement grondée, bousculée, meurtrie. Lise ne lui tolérait plus une heure de flâne, la faisait sauter du lit avant l'aube, la gardait si tard, la nuit, que la malheureuse, parfois, s'endormait sans avoir la force de se déshabiller. Sournoisement, Buteau la martyrisait de petites privautés, des claques sur les reins, des pinçons aux cuisses, toutes sortes de caresses féroces qui la laissaient en sang, les yeux pleins de larmes, raidis dans son obstination de silence. Lui ricanait, s'y contentait un peu, quand il la voyait défaillir, en retenant le cri de sa chair blessée. Elle en avait le corps bleui, zébré d'éraflures et de contusions. Devant sa sœur, elle mettait surtout son courage à ne pas même tressaillir, pour nier le fait, comme s'il n'eût pas été vrai que ses doigts d'homme lui fouillaient la peau. Cependant, elle n'était pas toujours maîtresse de la révolte de ses muscles. Elle répondait par un soufflet, à la volée. Et alors, il y avait des batailles. Buteau la rossait, tandis que Lise, sous prétexte de les séparer, cognait sur les deux, à grands coups de sabot. La petite Laure et son frère Jules poussaient des hurlements. Tous les chiens d'alentour aboyaient. Ça faisait pitié aux voisins. Ah, la pauvre enfant, elle avait de la constance, de rester dans cette galère. C'était, en effet, l'étonnement de Rogne. Pourquoi Françoise ne se sauvait-elle pas? Les malins hochaient la tête. Elle n'était point majeure, il lui fallait attendre 18 mois. Et se sauver, se mettre dans son tort, sans pouvoir emporter son bien, dame, elle avait raison d'y réfléchir à 2 fois. Encore si le père Fouan, son tuteur, l'avait soutenue.
Mais lui-même n'était guère à la noce chez son fils. La peur des éclaboussures le faisait se tenir tranquille. D'ailleurs, la petite lui défendait de s'occuper de ses affaires, dans une bravoure et une fierté farouche de fille qui ne compte que sur elle. Désormais, toutes les querelles finissaient par les mêmes injures. « Mais fous donc le camp! Fous donc le camp !»« Oui, c'est ce que vous espérez. Autrefois, j'étais trop bête, je voulais partir. Maintenant, vous pouvez me tuer, je reste. J'attends ma part, je veux la terre et la maison. Et je les aurai, oui, j'aurai tout. » La crainte de Buteau, pendant les premiers mois, fut que Françoise se trouvât enceinte des œuvres de Jean. Depuis qu'il les avait surpris, dans la meule, il calculait les jours. Il la surveillait d'un œil oblique, inquiet de son ventre, car la venue d'un enfant aurait tout gâté, en nécessitant le mariage. Elle, tranquille, savait bien qu'elle ne pouvait être grosse. Mais quand elle eut remarqué qu'il s'intéressait à sa taille, elle s'en amusa, elle fit exprès de se tenir le ventre en avant pour lui faire croire qu'il enflait. Maintenant, dès qu'il l'empoignait, elle le sentait qui la tâtait là, qui la mesurait de ses gros doigts. Et elle finit par lui dire, d'un air de défi, « Va, il y en a un, il pousse. » Un matin même, elle plia des torchons qu'elle banda sur elle. On faillit se massacrer le soir, et une terreur la saisit au regard d'assassin qu'il lui jetait. Bien sûr que, si elle avait eu un vrai petit sous la peau, le brutal lui aurait allongé quelques mauvais coups pour le tuer. Elle cessa les farces, rentra son ventre. D'ailleurs, elle le surprit dans sa chambre, le nez dans son linge sale, en train de s'assurer des choses. « Fais-en donc un !» lui dit-il, goguenard. Et elle répondit, toute pâle, rageuse. « Si je n'en fais pas, c'est que je ne veux pas. » C'était vrai, elle se refusait à Jean avec obstination. Buteau n'en triompha pas moins bruyamment, et il tomba sur l'amoureux. « Un beau mâle, je t'en fiche. Il était donc pourri qu'il ne pouvait pas faire un enfant. Ça cassait le bras du monde, par traîtrise. Mais ça n'était seulement pas capable d'emplir une fille, tellement ça manquait de nerfs. » Dès lors, il poursuivit Françoise d'allusions. Il l'accabla elle-même de plaisanteries sur le cul de son chaudron qui fuyait. Lorsque Jean sut comment le traitait Buteau, il parla de lui casser la gueule. Et il guettait toujours Françoise, il la suppliait de céder. On verrait bien s'il ne lui collait pas un enfant, et un gros. Son désir, maintenant, se doublait de colère. Mais chaque fois, elle trouvait une nouvelle excuse, dans l'ennui qu'elle éprouvait à l'idée de recommencer ça avec ce garçon. Elle ne le détestait pas, elle n'avait pas envie de lui, simplement. Et il fallait qu'elle ne le désirât vraiment guère pour ne point défaillir et se livrer lorsqu'elle tombait entre ses bras derrière une haie, encore furieuse et rouge d'une attaque de Buteau. Ah, le cochon! Elle ne parlait que de ce cochon-là, passionné, excité, tout d'un coup refroidi dès que l'autre voulait profiter et la prendre. Non, non, ça lui faisait honte. Un jour, poussée à bout, elle le remit à plus tard, au soir de leur mariage. C'était la première fois qu'elle s'engageait, car elle avait évité jusque-là de répondre nettement quand il la demandait pour femme. Dès lors, ce fut comme entendu. Il l'épouserait, mais après sa majorité. Aussitôt qu'elle serait maîtresse de son bien et qu'elle pourrait exiger des comptes. Cette bonne raison le frappa, il lui prêcha la patience. Il cessa de la tourmenter, excepté dans les moments où l'idée de rire le tenait trop fort. Elle, soulagée, tranquillisée par le vague de cette échéance lointaine, se contentait de lui saisir les deux mains pour l'empêcher, en le regardant de ses jolis yeux suppliants, d'un air de femme susceptible qui ne désirait risquer d'avoir un petit que de son homme. Cependant, Buteau, certain qu'elle n'était pas enceinte, avait une autre crainte, celle qu'elle ne le devint si elle retournait avec Jean. Il continuait de le défier, et il tremblait car on lui rapportait de partout que celui-ci jurait d'emplir Françoise jusqu'aux yeux comme jamais fille n'avait été pleine. Aussi la surveillait-il, du matin au soir, exigeant d'elle l'emploi de chacune de ses minutes,
la tenant à la tâche, sous la menace du fouet, ainsi qu'une bête domestique dont on craint les farces. Et c'était un supplice nouveau. Elle sentait toujours derrière ses jupes son beau-frère ou sa sœur. Elle ne pouvait aller au trou à fumier pour un besoin sans rencontrer un œil qui l'épiait. La nuit, on l'enfermait dans sa chambre. Même, un soir, après une dispute, elle avait trouvé un cadenas condamnant le volet de sa lucarne. Puis, comme elle parvenait quand même à s'échapper, il y avait à son retour d'abominables scènes, des interrogatoires, parfois des visites. Le mari l'empoignant aux épaules, tandis que la femme la déshabillait à moitié, pour voir. Elle en fut rapprochée de Jean. Elle en arriva à lui donner des rendez-vous, heureuse de braver les autres. Peut-être lui aurait-elle cédé enfin si elle les avait eus là, derrière elle. En tout cas, elle acheva de se promettre. Elle lui jura, sur ce qu'elle avait de plus sacré, que Buteau mentait, lorsqu'il se vantait de coucher avec les deux sœurs, dans l'idée de faire le coq et de forcer à être des choses qui n'étaient pas. Jean, tourmenté d'un doute, trouvant au fond l'affaire possible et naturelle, parut la croire. Et, en se quittant, ils s'embrassèrent, très bons amis, si bien qu'à partir de ce jour, elle le prit pour confident et conseil, tâchant de le voir à la moindre alerte, ne risquant rien sans son approbation. Lui ne la touchait plus du tout, la traitait en camarade avec qui l'on a des intérêts communs. Maintenant, chaque fois que Françoise courait rejoindre Jean derrière un mur, la conversation était la même. Elle dégrafait violemment son corsage ou retroussait sa jupe. « Tiens, ce cochon-là m'a encore pincé !» Il constatait, restait froid et résolu. « Ça se payera, faut montrer ça aux voisines. Surtout, ne te revanche pas. La justice sera pour nous, quand nous aurons le droit. » Et ma sœur tiendrait la chandelle, tu sais. Est-ce qu'hier, lorsqu'il a sauté sur moi, elle n'a pas filé, au lieu de lui allonger par derrière un seau d'eau froide? Ta sœur, elle finira mal avec ce bougre. Tout ça est bon. Si tu ne veux pas, il ne peut pas, c'est sûr. Et, quant au reste, qu'est-ce que ça nous fiche? Soyons d'accord, il est foutu. Le père Fouan, bien qu'il évitât de s'en mêler, était de toutes les querelles. S'il se taisait, on le forçait à prendre parti. S'il sortait, il retombait au retour dans un ménage en déroute, où sa présence suffisait souvent à rallumer les colères. Jusque-là, il n'avait pas souffert réellement, physiquement. Tandis que commençaient à cette heure les privations, le pain mesuré, les douceurs supprimées. On ne le bourrait plus de nourriture ainsi qu'au premier jour. Chaque tartine coupée trop épaisse lui attirait des paroles dures. Quel trou! Moins on travaillait, plus on bafferait, alors. Il était guetté, dévalisé, tous les trimestres, quand il revenait de toucher à Cloyes la rente que M. Baille-Hache lui faisait, sur les 3000 francs de la maison. Françoise en arrivait à voler des sous à sa sœur, pour lui acheter du tabac, car on la laissait, elle aussi, sans argent. Enfin, le vieux se trouvait très mal dans la chambre humide où il couchait depuis qu'il avait cassé un carreau de la lucarne qu'on avait bouché avec de la paille pour éviter la dépense de cette vitre à remettre. Ah, ces gueux d'enfants, tous les mêmes. Il grognait du matin au soir. Il regrettait mortellement d'avoir quitté les Delhomme, désespéré d'être tombé d'un mal dans un pire. Mais ce regret, il le cachait, ne le témoignait que par des mots involontaires, car il savait que Fanny avait dit « Papa, il viendra nous demander à genoux de le reprendre. » Et c'était fini. Cela lui restait pour toujours, comme une barre obstinée, en travers du cœur. Il serait plutôt mort de faim et de colère chez les Buteau que de retourner s'humilier chez les Delhomme. Justement, un jour que Fouan revenait à pied de Cloyes, après s'être fait payer sa rente chez le notaire, et qu'il s'était assis au fond d'un fossé, Jésus-Christ, qui flânait par là, visitant des terriers à lapins, l'aperçut très absorbé, profondément occupé à compter des pièces de 100 sous dans son mouchoir. Il s'accroupit aussitôt, rampa, arriva au-dessus de son père sans bruit, et là, allongé, il eut la surprise de lui voir nouer soigneusement une grosse somme, peut-être bien 80 francs. Ses yeux flambèrent,
un rire silencieux découvrit ses dents de loup. Tout de suite, l'ancienne idée d'un magot lui était venue. Évidemment, le vieux avait des titres cachés, dont il touchait les coupons chaque trimestre, en profitant de sa visite à M. Baille-H. La première pensée de Jésus-Christ fut de larmoyer et d'arracher 20 francs. Puis, cela lui parut mesquin. Un autre plan s'élargissait dans sa tête. Il s'écarta aussi doucement qu'il s'était approché, d'un glissement souple de couleuvre, de sorte que Fouan, remonté sur la route, n'eut aucune méfiance en le rencontrant 100 pas plus loin, avec l'allure désintéressée d'un gaillard qui, lui aussi, rentrait à Rognes. Ils achevèrent le chemin ensemble. Ils causèrent. Le père tomba fatalement sur les buteaux, des sans-cœurs, qu'il accusait de le faire crever de faim. Et le fils, bonhomme, les yeux mouillés, proposa de le sauver de ces canailles en le prenant chez lui à son tour. Pourquoi non ? On ne s'embêtait pas, on rigolait du matin au soir, chez lui. La trouille faisait de la cuisine pour 2, elle en ferait pour 3. Une sacrée cuisine, quand il y avait des sous. Étonné de la proposition, pris d'une inquiétude vague, Fouan refusa. Non, non, ce n'était pas à son âge qu'on se mettait à courir de l'un chez l'autre et à changer ses habitudes tous les ans. Enfin, père, c'est de bon cœur, vous réfléchirez. Voilà, vous savez toujours que vous n'êtes pas à la rue. Venez au château lorsque vous en aurez assez de ces crapules. Et Jésus-Christ le quitta, perplexe, intrigué, se demandant à quoi le vieux pouvait manger ses rentes, puisque, décidément, il en avait. 4 fois par année, un tas pareil de pièces de 100 sous, ça devait faire au moins 300 francs. S'il ne les mangeait pas, c'était donc qu'il les gardait ? Faudrait voir ça. Un fameux magot, alors. Ce jour-là, un jour doux et humide de novembre, lorsque le père Fouan rentra, Buteau voulut le dévaliser des 37 francs 50 qu'il touchait tous les 3 mois depuis la vente de sa maison. Il était convenu, d'ailleurs, que le vieux les lui abandonnait, ainsi que les 200 francs annuels des Delhomme. Mais, cette fois, une pièce de 100 sous s'était égarée parmi celles qu'il avait nouées dans son mouchoir. Et quand il eut retourné ses poches et qu'il n'en tira que 32 francs 50, son fils s'emporta, le traita de filou, l'accusa d'avoir fricassé les 5 francs à de la boisson et à des horreurs. Saisi, la main sur son mouchoir, avec la peur sourde qu'on ne le visitât, le père bégayait des explications, jurait, ses grands dieux, qu'il devait les avoir perdus en se mouchant. Une fois de plus, la maison fut en l'air jusqu'au soir. Ce qui rendait Buteau d'une humeur féroce, c'était qu'en ramenant sa herse, il avait aperçu Jean et Françoise fuyant derrière un mur. Celle-ci, sortie sous le prétexte de faire de l'herbe pour ses vaches, ne reparaissait plus, car elle se doutait de la scène qui l'attendait. La nuit tombait déjà, et Buteau, furieux, sortait à chaque minute dans la cour, allait jusqu'à la route, guettait si cette garce-là, enfin, revenait du mal. Il jurait tout haut, lâchait des ordures, sans voir le père Fouan qui s'était assis sur le banc de pierre, après la querelle, se calmant, respirant la douceur tiède qui faisait de ce novembre ensoleillé un mois de printemps. Un bruit de sabots monta de la pente. Françoise parut, pliée en 2, les épaules chargées d'un énorme paquet d'herbes qu'elle avait noué dans une vieille toile. Elle soufflait, elle suait, à moitié cachée sous le tas. « Ah, nom de Dieu de traîner !» cria Buteau. « Si tu crois que tu vas te foutre de moi, à te faire raboter depuis 2 heures par ton galant, lorsqu'il y a de la besogne ici !» Et il la culbuta dans le paquet d'herbes qui était tombé. Il se rua sur elle, juste au moment où Lise, à son tour, sortait de la maison pour l'engueuler. « Hé, Marie dort en chiant, arrive donc que je te colle mon pied dans le derrière, tu n'as pas honte !» Mais Buteau, déjà, avait empoigné la fille sous la jupe, à pleine main. Son encagement tournait toujours en un coup brusque de désir. Tandis qu'il la troussait sur l'herbe, il grognait, étranglé, la face bleuie et gonflée de sang. « Sacré Cato, faut cette fois que j'y passe à mon tour. Quand le tonnerre de Dieu y serait, je vas y passer après l'autre. » Alors, une lutte furieuse s'engagea. Le père Fouan distinguait mal dans la nuit, mais il vit pourtant Lise, debout, qui regardait et laissait faire.
pendant que son homme, vautré, jeté de côté à chaque seconde, s'épuisait en vain, se satisfaisait quand même au petit bonheur, n'importe où. Quand ce fut fini, Françoise, d'une dernière secousse, put se dégager. Râlante, bégayante. « Cochon! 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 Tu n'as pas pu, ça ne compte pas. Je m'en fiche de ça. Jamais tu n'y arriveras. Jamais !» Elle triomphait. Elle avait pris une poignée d'herbe et elle s'en essuyait la jambe, dans un tremblement de tout son corps, comme si elle se fût contentée elle-même un peu à cette obstination de refus. D'un geste de bravade, elle jeta la poignée d'herbe aux pieds de sa sœur. « Tiens, c'est à toi. Ce n'est pas ta faute si je te le rends. » Lise, d'une gifle, lui fermait la bouche, lorsque le père Fouan, qui avait quitté le banc de pierre, révolté, intervint en brandissant sa canne. « Bougre de saligots! Tous les deux! Voulez-vous bien la laisser tranquille? En v'là assez, hein ?» Des lumières paraissaient chez les voisins. On commençait à s'inquiéter de cette tuerie, et Buteau se hâta de pousser son père et la petite au fond de la cuisine, où une chandelle éclairait Laure et Jules, terrifiés, réfugiés dans un coin. Lise rentra aussi, saisie et muette, depuis que le vieux était sorti de l'ombre. Il continuait, s'adressant à elle. « Toi, c'est trop dégoûtant et trop bête. Tu regardais. Je t'ai vu. » Buteau, de toute sa force, allongea un coup de poing au bord de la table. « Silence! C'est fini. Je cogne sur le premier qui continue. »« Et si je veux continuer, moi, » demanda Fouan, la voix tremblante, « est-ce que tu cogneras? »« Sur vous comme sur les autres, vous m'embêtez. » Françoise, bravement, s'était mise entre eux. « Je vous en prie, mon oncle, ne vous en mêlez point. Vous avez bien vu que je suis assez grande fille pour me défendre. » Mais le vieux l'écarta. « Laisse, ça ne te regarde plus, c'est mon affaire. » Et, levant sa canne, « Ah, tu cognerais, bandit? Faudrait voir si ce n'est pas à moi de te corriger. » D'une main prompte, Buteau lui arracha le bâton, qu'il envoya sous l'armoire. Et, goguenard, les yeux mauvais, il se planta, lui parla dans le visage. « Voulez-vous me foutre la paix, hein? Si vous croyez que je vais tolérer vos airs, ah non, regardez-moi donc, pour voir comment je m'appelle. » Tous les deux, face à face, se turent un instant, terribles, cherchant à se dompter du regard. Le fils, depuis le partage des biens, s'était élargi, carré sur les jambes, avec ses mâchoires qui avançaient davantage, dans sa tête de dogue, au crâne resserré et fuyant. Tandis que le père, exterminé par ses 60 ans de travail, séché encore, la taille cassée, n'avait gardé de son visage réduit que le nez immense. « Comment tu t'appelles ?» reprit Fouan. « Je le sais trop. Je t'ai fait. » Buteau ricana. « Fallait pas me faire. Ah, mais oui, ça y est, chacun son tour. Je suis de votre sang. Je n'aime pas qu'on me taquine. Et encore un coup, foutez-moi la paix ou ça tournera mal. » Pour toi, bien sûr. Jamais je n'ai parlé ainsi à mon père. Oh là là, en voilà une raide. Votre père, vous l'auriez crevé s'il n'était pas mort. Sale cochon, tu mens. Et nom de Dieu, tu vas ravaler ça tout de suite. Françoise, une seconde fois, tenta de s'interposer. Lise elle-même fit un effort. Effrayée, désespérée de ce nouveau tracas. Mais les deux hommes les bousculèrent pour se rapprocher et se souffler leur violence avec leur haleine, sang contre sang, dans ce heurt de la brutale autorité que le père avait léguée au fils. Fouan voulut se grandir, en essayant de retrouver son ancienne toute-puissance de chef de famille. Pendant un demi-siècle, on avait tremblé sous lui, la femme, les enfants, les bêtes, lorsqu'il détenait la fortune avec le pouvoir. « Dis que tu as menti, sale cochon! Dis que tu as menti, ou je vas te faire danser, aussi vrai que cette chandelle nous éclaire. » La main haute, il menaçait, du geste dont il les faisait tous rentrer en terre autrefois. « Dis que tu as menti !»
Buteau, qui, au vent de la gifle, dans sa jeunesse, levait le coude et se garait, en claquant des dents, se contenta de hausser les épaules d'un air de moquerie insultante. « Si vous croyez que vous me faites peur, c'était bon quand vous étiez le maître, des machines comme ça. »« Je suis le maître, le père. Allons donc, vieux farceur, vous n'êtes rien du tout. Ah, vous ne voulez pas me foutre la paix ?» Et, voyant la main vacillante du vieillard s'abaisser pour taper, il la saisit au vol, il la garda, l'écrasa de sa poigne rude. « Sacré têtu que vous êtes, faut donc qu'on se fâche pour vous entrer dans la caboche, qu'on se fiche de vous à cette heure. Est-ce que vous êtes bon à quelque chose? Vous coûtez, v'là tout. Lorsqu'on a fait son temps et qu'on a passé la terre aux autres, on avale sa chic, sans les emmerder davantage. » Il secouait son père, en appuyant sur les mots. Puis, d'une dernière secousse, il l'envoya, grelottant, trébuchant, tomber à reculons sur une chaise près de la fenêtre. Et le vieux resta là, à suffoquer 1 minute, vaincu, dans l'humiliation de son ancienne autorité morte. C'était fini. Il ne comptait plus, depuis qu'il s'était dépouillé. Un grand silence régna, tous demeuraient les mains ballantes. Les enfants n'avaient pas soufflé, de peur des gifles. Puis la besogne reprit, comme s'il ne s'était rien passé. « Et l'herbe ?» demanda Lise. « Est-ce qu'on la laisse dans la cour ?»« Tu vas la mettre au sec, » répondit Françoise. Lorsqu'elle fut rentrée et qu'on eut dîné, Buteau, incorrigible, enfonça la main dans son corsage ouvert pour chercher une puce qui la piquait, disait-elle. Cela ne la fâchait plus. Elle plaisanta même. « Non, non, elle est quelque part où ça te mordrait. » Fouan n'avait pas bougé, raidi et muet dans son coin d'ombre. 2 grosses larmes coulaient sur ses joues. Il se rappelait le soir où il avait rompu avec les Delhomme. Et c'était ce soir-là qui recommençait. La même honte de n'être plus le maître, la même colère qui le faisait s'entêter à ne pas manger. On l'avait appelé 3 fois, il refusait sa part de soupe. Brusquement, il se leva, disparut dans sa chambre. Le lendemain, dès l'aube, il quittait les Buteaux pour s'installer chez Jésus-Christ. Chapitre 3. Jésus-Christ était très venteux. De continuels vents soufflaient dans la maison et la tenaient en joie. Non, fichtre, on ne s'embêtait pas chez le bougre, car il n'en lâchait pas un sans l'accompagner d'une farce. Il répudiait ces bruits timides, étouffés entre 2 cuirs, fusant avec une inquiétude gauche. Il n'avait jamais que des détonations franches, d'une solidité et d'une ampleur de coups de canon, et, chaque fois, la cuisse levée, dans un mouvement d'aisance et de crânerie, il appelait sa fille, d'une voix pressante de commandement, l'air sévère. « La trouille, vite ici, nom de Dieu !» Elle accourait, le cou partait, faisait balle dans le vide, si vibrant qu'elle en sautait. « Cours après, et passe-le entre tes dents, voir s'il y a des nœuds. » D'autres fois, quand elle arrivait, il lui donnait sa main. « Tire donc, chiffon, faut que ça craque !» Et, dès que l'explosion s'était produite, avec le tumulte et le bouillonnement d'une mine trop bourrée, « Oh, c'est dur, merci tout de même !» Ou encore, il mettait en joue un fusil imaginaire, visait longuement, puis, l'arme déchargée, « Va chercher, apporte, feignante !» La trouille suffoquait, tombait sur son derrière, tant elle riait. C'était une gaieté toujours renouvelée et grandissante. Elle avait beau connaître le jeu, s'attendre au tonnerre final, il l'emportait quand même dans le comique vivace de sa turbulence. Oh, ce père, était-il assez rigolo? Tantôt, il parlait d'un locataire qui ne payait pas son terme et qu'il flanquait dehors. Tantôt, il se retournait avec surprise, saluait gravement, comme si la table avait dit bonjour. Tantôt, il en avait tout un bouquet, pour monsieur le curé, pour monsieur le maire et pour les dames. On aurait cru que le gaillard tirait de son ventre ce qu'il voulait, une vraie boîte à musique, si bien qu'au bon laboureur, à Cloyes, on pariait. « Je te paye un verre si tu en fais 6. »
et il en faisait 6. Il gagnait à tout coup. Ça tournait à de la gloire. La trouille en était fière, amusée, se tordant d'avance dès qu'il levait la cuisse, en admiration continuelle devant lui, dans la terreur et la tendresse qui lui inspiraient. Et, le soir de l'installation du père Fouan au château, ainsi qu'on nommait l'ancienne cave où se terrait le braconnier dès le premier repas que la fille servit à son père et à son grand-père, debout derrière eux en servante respectueuse, la gaieté sonna ainsi, très haut. Le vieux avait donné 100 sous, une bonne odeur se répandait, des haricots rouges et du veau aux oignons que la petite cuisinait à s'en lécher les doigts. Comme elle apportait les haricots, elle faillit casser le plat en se pâmant. Jésus-Christ, avant de s'asseoir, en lâchait 3, réguliers et claquant sec. « Le canon de la fête, c'est pour dire que ça commence. » Puis, se recueillant, il en fit un 4e, solitaire, énorme et injurieux. « Pour ces rosses de buteau, qui se bouchent la gueule avec !» Du coup, Fouan, sombre depuis son arrivée, ricana. Il approuva d'un branle de la tête. Ça le mettait à l'aise, on le citait comme un farceur. Lui aussi, en son temps. Et, dans sa maison, les enfants avaient grandi, tranquilles au milieu du bombardement paternel. Il posa les coudes sur la table, il se laissa envahir d'un bien-être en face de ce grand diable de Jésus-Christ, qui le contemplait, les yeux humides, de son air de canaille bon enfant. « Ah, nom de Dieu, papa, ce que nous allons nous la couler douce. Vous verrez, mon truc, je me charge de vous désemmerder, moi. Quand vous serez à manger la terre avec les taupes, est-ce que ça vous avancera de vous être refusé un fin morceau ?» Ébranlé dans la sobriété de toute sa vie, ayant le besoin de s'étourdir, Fouan finit par dire de même. « Bien sûr qu'il vaudrait mieux tout bouffer que de rien laisser aux autres. À ta santé, mon gars !» La trouille servait le veau aux oignons. Il y eut un silence, et Jésus-Christ, pour ne pas laisser tomber la conversation, en lança un prolongé, qui traversa la paille de sa chaise avec la modulation chantante d'un cri humain. Tout de suite, il s'était tourné vers sa fille, sérieux et interrogateur. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle ne disait rien. Elle dut s'asseoir en se tenant le ventre. Mais ce qui l'acheva, ce fut, après le veau et le fromage, l'expansion dernière du père et du fils, qui s'étaient mis à fumer et à vider le litre d'eau-de-vie posé sur la table. Ils ne parlaient plus, la bouche empâtée, très saoul. Lentement, Jésus-Christ leva une fesse, tonna, puis regarda la porte en criant « Entrez !» Alors, Fouan, provoqué, fâché à la longue de ne pas en être, retrouva sa jeunesse, la fesse haute, tonnant à son tour, répondant « Me v'là !» Tous les deux se tapèrent dans les mains, nez à nez, bavant et rigolant. Elle était bonne. Et c'en fut de trop pour la trouille qui avait glissé par terre, agitée d'un rire frénétique, au point que, dans les secousses, elle aussi en laissa échapper un, mais léger, fin et musical, comme un son de fifre à côté des notes d'orgue des deux hommes. Indigné, répugné, Jésus-Christ s'était levé, le bras tendu dans un geste d'autorité tragique. « Hors d'ici, cochonne ! Hors d'ici, puanteur ! Nom de Dieu, je vais t'apprendre à respecter ton père et ton grand-père !» Jamais il ne lui avait toléré cette familiarité. Fallait avoir l'âge, et il chassait l'air de la main en affectant d'être asphyxié par ce petit souffle de flûte. Les siens, disait-il, ne sentaient que la poudre. Puis, comme la coupable, très rouge, bouleversée de son oubli, niait et se débattait pour ne pas sortir, il la jeta dehors d'une poussée. « Bougre de grande salle, secoue tes jupes. Tu ne rentreras que dans 1 heure, lorsque tu auras pris l'air. » De ce jour commença une vraie vie d'insouciance et de rigolade. On donna au vieux la chambre de la fille, l'un des compartiments de l'ancienne cave, coupé en 2 par une cloison de planches. Et elle, complaisante, dut se retirer au fond, dans une excavation de la roche qui formait comme une arrière-pièce et où s'ouvraient, disait la légende, d'immenses souterrains que des éboulements avaient bouchés. Le pis était que le château, ce trou à renard,
s'enterrait davantage chaque hiver, lors des grandes pluies, dont le ruissellement sur la pente raide de la côte roulait les cailloux. Même la masure aurait filé les fondations antiques, les raccommodages en pierre sèche, si les tilleuls séculaires, plantés au-dessus, n'avaient tout maintenu de leurs grosses racines. Mais, dès que venait le printemps, c'était un recoin d'une fraîcheur charmante, une grotte disparue sous un buisson de ronces et d'aubépines. L'églantier qui cachait la fenêtre s'étoilait de fleurs roses. La porte elle-même avait une draperie de chèvrefeuilles sauvages qu'il fallait, pour entrer, écarter de la main, ainsi qu'un rideau. Sans doute, la trouille n'avait pas tous les soirs à cuisiner des haricots rouges et du veau aux oignons. Cela n'arrivait que lorsqu'on avait tiré du père une pièce blanche, et Jésus-Christ, sans y mettre de la discrétion, ne le violentait pas, le prenait par la gourmandise et les sentiments pour le dépouiller. On noçait les premiers jours du mois, dès qu'il avait touché les 16 francs de sa pension chez les Delhomme. Puis, c'était des fêtes à tout casser, chaque trimestre, quand le notaire lui versait sa rente de 37 francs 50. D'abord, il ne sortait que des pièces de 10 sous, voulant que ça durât, entêté dans son avarice ancienne. Et, peu à peu, il s'abandonnait aux mains de son grand vaurien de fils, chatouillé, bercé d'histoires extraordinaires, parfois secoué de larmes, si bien qu'il lâchait des 2 et 3 francs, tombant lui-même à la goinfrerie, se disant qu'il valait mieux tout manger de bon cœur, puisque, tôt ou tard, ce serait mangé. D'ailleurs, on devait rendre cette justice à Jésus-Christ. Il partageait avec le vieux, il l'amusait au moins, s'il le volait. Au début, l'estomac attendri, il ferma les yeux sur le magot, ne tenta point de savoir. Son père était libre de jouer à sa guise. On ne pouvait rien lui demander de plus, du moment qu'il payait des noces. Et des rêveries ne lui venaient sur l'argent entrevu, caché quelque part, que dans la seconde quinzaine du mois, quand les poches du vieux étaient vides. Pas un liard à en faire sortir. Il grognait contre la trouille qui servait des pâtés de pommes de terre sans beurre. Il se serrait le ventre, en songeant que c'était bête, en somme, de se priver pour enfouir des sous, et qu'un jour, à la fin, faudrait le déterrer et le claquer, ce magot. Tout de même, les soirs de misère, lorsqu'il étirait ses membres de grande rosse, il réagissait contre l'embêtement, il demeurait expansif et tempétueux, comme s'il avait bien dîné, ramenant la gaieté d'une bordée de grosse artillerie. On avait cela, la trouille et du beurre, nom de Dieu. Fouan ne s'ennuyait point, même dans ces pénibles fins de mois, car la fille et le père se mettaient alors en campagne pour remplir la marmite, et le vieux, entraîné, finissait par en être. Le premier jour où il avait vu la trouille rapporter une poule pêchée à la ligne, de l'autre côté d'un mur, il s'était fâché. Ensuite, elle l'avait fait trop rire. La seconde fois, un matin qu'elle était cachée dans les feuilles d'un arbre, laissant pendre, au milieu d'une bande de canards en promenade, un hameçon à pâté de viande. Un canard, brusquement, s'était jeté, avalant tout, la viande, l'hameçon, la ficelle. Et il avait disparu en l'air, tiré d'un coup sec, étouffé, sans un cri. Ce n'était guère délicat, bien sûr, mais les bêtes qui vivent dehors, n'est-ce pas, ça devrait appartenir à qui les attrape. Et tant qu'on ne vole pas de l'argent, mon Dieu, on est honnête. Dès lors, il s'intéressa aux coups de maraude de cette bougresse, des histoires à ne pas croire, un sac de pommes que le propriétaire l'avait aidé à porter, des vaches en pâture traites dans une bouteille, jusqu'au linge des blanchisseuses, qu'elle chargeait de pierres et qu'elle coulait au fond de l'Ègre, où elle revenait plonger la nuit pour le reprendre. On ne voyait qu'elle par les chemins, ses oies lui étaient un continuel prétexte à battre le pays, guettant une occasion du bord d'un fossé, pendant des heures, de l'air endormi d'une gardeuse qui fait manger son troupeau. Même elle se servait de ses oies, ainsi que de vrais chiens, le jar sifflait et la prévenait dès qu'un importun menaçait de la surprendre. Elle avait 18 ans à cette heure, et elle n'était guère plus grande qu'à 12, toujours souple et mince comme un sion de peuplier, avec sa tête de chèvre, aux yeux verts, fendus de biais,
à la bouche large, tordue à gauche. Sous les vieilles blouses de son père, sa petite gorge d'enfant s'était durcie sans grossir. Un vrai garçon qui n'aimait que ses bêtes, qui se moquait bien des hommes, ce qui ne l'empêchait pas, quand elle jouait à se taper avec quelques galopins, de finir le jeu sur le dos naturellement, parce que c'était fait pour ça, et que ça ne tirait point à conséquence. Elle avait la chance d'en rester aux vauriens de son âge, ce serait devenu tout à fait sale, si les hommes posés, les vieux, la trouvant mal en chair, ne l'avaient laissée tranquille. Enfin, comme disait le grand-père, amusé et séduit, à part qu'elle volait trop et qu'elle manquait un peu de décence, elle était tout de même une drôle de fille, moins rosse qu'on aurait cru. Mais Fouan, surtout, s'égayait à suivre Jésus-Christ dans ses flâneries de rôdeur à travers les cultures. Au fond de tout paysan, même du plus honnête, il y a un braconnier. Et ça l'intéressait, les collets tendus, les lignes de fond posées, des inventions de sauvages, une guerre de ruse, une lutte continuelle avec le garde champêtre et les gendarmes. Dès que les chapeaux galonnés et les baudriers jaunes débouchaient d'une route, filant au-dessus des blés, le père et le fils, couchés sur un talus, semblaient dormir. Puis, tout d'un coup, à quatre pattes le long du fossé, le fils allait relever les engins, tandis que le père, de son air innocent de bon vieux, continuait de surveiller les baudriers et les chapeaux décroissants. Dans l'Aigre, il y avait des truites superbes qu'on vendait des 40 et 50 sous à un marchand de Châteaudun. Le pis était qu'il fallait les guetter pendant des heures, à plat ventre sur l'herbe, tant elles avaient de malice. Souvent aussi, on poussait jusqu'au Loir, dont les fonds de vase nourrissent de belles anguilles. Jésus-Christ, lorsque ces lignes n'amenaient rien, avait imaginé une pêche commode qui était de dévaliser, la nuit, les boutiques à poissons des bourgeois riverains. Ce n'était d'ailleurs là qu'un amusement. Toute sa fièvre de passion était à la chasse. Les ravages qu'il y faisait s'étendaient à plusieurs lieues, et il ne dédaignait rien, les cailles après les perdreaux, même les sansonnets après les alouettes. Rarement il employait le fusil, dont la détonation porte loin en pays plat. Pas une couvée de perdreaux ne s'élevait dans les luzernes et les trèfles sans qu'il la connût, si bien qu'il savait l'endroit et l'heure où les petits, lourds de sommeil, trempés de rosée, se laissaient prendre à la main. Il avait des gluots perfectionnés pour les alouettes et les cailles. Il tapait à coups de pierre dans les épaisses nuées de sansonnets que semblent apporter les grands vents d'automne. Depuis 20 ans qu'il exterminait ainsi le gibier de la contrée, on ne voyait plus un lapin parmi les broussailles des coteaux de l'Aigre, ce qui enrageait les chasseurs. Et les lièvres seuls lui échappaient, assez rares du reste, filant librement en plaine où il était dangereux de les poursuivre. Oh, les quelques lièvres de la borderie, il en rêvait. Il risquait la prison pour en bouler un de temps à autre d'un coup de feu. Fouan, lorsqu'il le voyait prendre son fusil, ne l'accompagnait pas. C'était trop bête. Il finirait sûrement par être pincé. La chose arriva donc, naturellement. Il faut dire que le fermier Hourdequin, exaspéré de la destruction du gibier sur son domaine, donnait à Bécu les ordres les plus sévères. Et celui-ci, se vexant de n'empoigner jamais personne, dormait dans une meule pour voir. Or, un matin, au petit jour, un coup de fusil, dont la flamme lui passa sur le visage, l'éveilla en sursaut. C'était Jésus-Christ, à l'affût derrière le tas de paille, qui venait de tuer un lièvre, presque à bout portant. « Ah, nom de Dieu! C'est toi !» cria le garde champêtre en s'emparant du fusil que l'autre avait posé contre la meule pour ramasser le lièvre. « Ah, canaille! J'aurais dû m'en douter !» Au cabaret, ils couchaient ensemble. Mais dans les champs, ils ne pouvaient se rencontrer sans péril, l'un toujours sur le point de pincer l'autre, et celui-ci décidé à casser la gueule à celui-là. « Eh bien, oui, c'est moi, et je t'emmerde. Rends-moi mon fusil. » Déjà, Bécu était ennuyé de sa prise. D'habitude, il tirait volontiers à droite, quand il apercevait Jésus-Christ à gauche. À quoi bon se mettre dans une vilaine histoire avec un ami? Mais, cette fois, le devoir était là, impossible de fermer les yeux. Et, d'ailleurs, on est poli au moins, lorsqu'on est en faute. « Ton fusil, salaud !
Je le garde, je vas le déposer à la mairie. Et ne bouge pas, ne fais pas le malin, ou je te lâche l'autre coup dans les tripes. » Jésus-Christ, désarmé, enragé, hésita à lui sauter à la gorge. Puis, quand il le vit se diriger vers le village, il se mit à le suivre, tenant toujours son lièvre qui se balançait au bout de son bras. L'un et l'autre firent 1 kilomètre sans se parler, en se jetant des regards féroces. Un massacre, à chaque minute, semblait inévitable. Et pourtant, leur ennui à tous deux grandissait. Quelle fichue rencontre! Quand ils arrivaient derrière l'église, à 2 pas du château, le braconnier tenta un dernier effort. « Voyons, fais pas la bête, vieux. Entre boire un verre à la maison. »« Non, faut que je verbalise, » répondit le garde champêtre d'un ton raide. Et il s'entêta, en ancien militaire qui ne connaissait que sa consigne. Cependant, il s'était arrêté. Il finit par dire, comme l'autre lui empoignait le bras pour l'emmener, « Si t'as de l'encre et une plume, tout de même. Chez toi ou ailleurs, je m'en fous. Pourvu que le papier soit fait. » Lorsque Bécu arriva chez Jésus-Christ, le soleil se levait. Le père Fouan, qui fumait déjà sa pipe sur la porte, comprit et s'inquiéta. D'autant plus que les choses restaient très graves. On déterra l'encre et une vieille plume rouillée. Le garde champêtre commença à chercher ses phrases d'un air de contention terrible, les coudes écartés. Mais, en même temps, sur un mot de son père, la trouille avait servi 3 verres et 1 litre. Et, dès la 5e ligne, Bécu, épuisé, ne se retrouvant plus dans le récit compliqué des faits, accepta une rasade. Alors, peu à peu, la situation se détendit. Un second litre parut, puis un 3e. 2 heures plus tard, les 3 hommes se parlaient violemment et amicalement dans le nez. Ils étaient très saoux. Ils avaient totalement oublié l'affaire du matin. « Sacré cocu !» criait Jésus-Christ. « Tu sais que je couche avec ta femme ?» C'était vrai. Depuis la fête, il culbutait la Bécu dans les coins, tout en la traitant de vieille peau sans délicatesse. Mais Bécu, qui avait le vin mauvais, se fâcha. S'il tolérait la chose à jeun, elle le blessait quand il était ivre. Il brandit un litre vide, il gueula. « Nom de Dieu de cochon !» Le litre s'écrasa contre le mur. Il manqua Jésus-Christ, qui bavait, d'un sourire doux et noyé. Pour apaiser le cocu, on décida qu'on allait rester ensemble, à manger le lièvre tout de suite. Quand la trouille faisait un civet, la bonne odeur s'en répandait jusqu'à l'autre bout de Rogne. Ce fut une rude fête, et qui dura la journée. Ils étaient encore à table, ressuçant les os, lorsque la nuit tomba. On alluma 2 chandelles, et ils continuèrent. Fouan retrouva 3 pièces de 20 sous pour envoyer la petite acheter 1 litre de cognac. Les gens dormaient dans le pays, qu'ils sirotaient toujours. Et Jésus-Christ, dont la main tâtonnante cherchait continuellement du feu, rencontra le procès-verbal commencé, qui était resté dans un coin de la table, taché de vin et de sauce. « Ah, c'est vrai, faut le finir » bégaya-t-il, le ventre secoué d'un rire d'ivrogne. Il regardait le papier, méditait une farce, quelque chose où il mettait tout son mépris de l'écriture et de la loi. Brusquement, il leva la cuisse, glissa le papier, bien en face, en lâcha un dessus, épais et lourd, un de ceux dont il disait que le mortier était au bout. « Le v'là signé !» Tous, Bécu lui-même, rigolèrent. Ah, on ne s'embêta pas, cette nuit-là, au château. Ce fut vers cette époque que Jésus-Christ fit un ami. Comme il se terrait un soir dans un fossé pour laisser passer les gendarmes, il trouva au fond un gaillard, qui occupait déjà la place, peu désireux d'être vu. Et l'on causa. C'était un bon bougre, le roi, dit Canon, un ouvrier charpentier qui avait lâché Paris depuis 2 ans à la suite d'histoires ennuyeuses et qui préférait vivre à la campagne, roulant de village en village, faisant 8 jours ici, 8 jours plus loin, allant d'une ferme à une autre s'offrir quand les patrons ne voulaient pas de lui. Maintenant, le travail ne marchait plus. Il mendiait le long des routes. Il vivait de légumes et de fruits volés, heureux lorsqu'on lui permettait de dormir dans une meule. À la vérité,
il n'était guère fait pour inspirer la confiance. En loques, très sale, très laid, ravagé de misère et de vices, le visage si maigre et si blême, hérissé d'une barbe rare, que les femmes, rien qu'à le voir, fermaient les portes. Ce qui était pis, il tenait des discours abominables. Il parlait de couper le cou aux riches, de nocer un beau matin à s'en crever la peau avec les femmes et le vin des autres. Menaces lâchées d'une voix sombre, les poings tendus, théories révolutionnaires apprises dans les faubourgs parisiens, revendications sociales coulant en phrases enflammées dont le flot stupéfiait et épouvantait les paysans. Depuis 2 années, les gens des fermes le voyaient arriver ainsi, à la tombée du jour, demandant un coin de paille pour coucher. Il s'asseyait près du feu, il leur glaçait à tous le sang, par les paroles effrayantes qu'il disait. Puis, le lendemain, il disparaissait, pour reparaître 8 jours plus tard, à la même heure, triste du crépuscule, avec les mêmes prophéties de ruine et de mort. Et c'était pourquoi on le repoussait de partout, désormais, tant la vision de cet homme louche traversant la campagne laissait de terreur et de colère derrière elle. Tout de suite, Jésus-Christ et Canon s'étaient entendus. « Oh, nom de Dieu !» cria le premier. « Ce que j'ai eu tort en 48, de ne pas les saigner tous, à Cloyes. Allons, vieux, faut boire 1 litre. » Il l'emmena au château. Il le fit coucher le soir avec lui, pris de déférence, à mesure que l'autre parlait, tellement il le sentait supérieur, sachant des choses, ayant des idées pour refaire d'un coup la société. Le surlendemain, Canon s'en alla. 2 semaines plus tard, il revint, repartit au petit jour. Et, dès lors, de temps à autre, il tomba au château, mangea, ronfla, comme chez lui, jurant à chaque apparition que les bourgeois seraient nettoyés avant 3 mois. Une nuit que le père était à l'affût, il voulut culbuter la fille, mais la trouille, indignée, rouge de honte, le griffa et le mordit si profondément qu'il dut la lâcher. Pour qui donc la prenait-il, ce vieux-là ? Il la traita de grande serine. Fouan, non plus, n'aimait guère Canon, qui l'accusait d'être un fainéant et de vouloir des choses à finir sur l'échafaud. Quand ce brigand était là, le vieux en devenait tout triste, à ce point qu'il préférait fumer sa pipe dehors. D'ailleurs, la vie de nouveau se gâtait pour lui. Il ne godaillait plus si volontiers chez son fils, depuis que toute une fâcheuse histoire les divisait. Jusque-là, Jésus-Christ n'avait vendu les terres de son lot, Lopin à Lopin, qu'à son frère Buteau et à son beau-frère Delhomme. Et chaque fois, Fouan, dont la signature était nécessaire, l'avait donné sans rien dire, du moment que le bien restait dans la famille. Mais voilà qu'il s'agissait d'un dernier champ, sur lequel le braconnier avait emprunté, un champ que le prêteur parlait de faire mettre aux enchères parce qu'il ne touchait pas un sou des intérêts convenus. M. Bailhache, consulté, avait dit qu'il fallait vendre soi-même et tout de suite, si l'on ne voulait pas être dévoré par les frais. Le malheur était que Buteau et Delhomme refusaient d'acheter, furieux de ce que le père se laissât manger la peau chez sa grande fripouille d'aîné, résolu à ne s'occuper de rien tant qu'il vivrait là. Et le champ allait être vendu par autorité de justice, le papier timbré marchait bon train, c'était la première pièce de terre qui sortait de la famille. Le vieux n'en dormait plus. Cette terre que son père, son grand-père, avait convoitée si fort et si durement gagnée, cette terre possédée, gardée jalousement comme une femme à soi, la voir s'émietter ainsi dans les procès, se déprécier, passer au bras d'un autre, d'un voisin, pour la moitié de son prix, il en frémissait de rage, il en avait le cœur si crevé qu'il en sanglotait comme un enfant. Ah, ce cochon de Jésus-Christ ! Il y eut des scènes terribles entre le père et le fils. Ce dernier ne répondait pas, laissait l'autre s'épuiser en reproches et en gémissements, debout, tragique, hurlant sa peine. « Oui, t'es un assassin. C'est comme si tu prenais un couteau, vois-tu, et que tu m'enlèves un morceau de viande. Un champ si bon, qu'il n'y en a pas de meilleur. Un champ où tout pousse, rien qu'à souffler dessus. Faut-il que tu sois fainéant et lâche pour ne pas te casser la gueule plutôt que de l'abandonner à un autre.
Nom de Dieu, un autre. C'est cette idée-là, moi, qui me retourne le sang. Tu n'en as donc pas de sang, bougre d'ivrogne. Et tout ça parce que tu l'as bu, la terre, sacré Jean Foutre de noceur, salaud, cochon. Puis, lorsque le père s'étranglait et tombait de fatigue, le fils répondait tranquillement. Que c'est donc bête, vieux, de vous tourmenter comme ça. Tapez sur moi, si ça vous soulage. Mais vous n'êtes guère philosophe, ah non. Eh bien quoi, on ne la mange pas, la terre. Si l'on vous en servait un plat, vous feriez une drôle de gueule. J'ai emprunté dessus parce que c'est ma façon, à moi, d'y faire pousser des pièces de 100 sous. Et puis, on la vendra. On a bien vendu mon patron Jésus-Christ. Et s'il nous revient quelques écus, on les boira donc. V'là la vraie sagesse. Ah, mon Dieu, on a le temps d'être mort et de l'avoir à soi, la terre. Mais où le père et le fils s'entendaient, c'était dans leur haine de l'huissier, le sieur Vimeux, un petit huissier minable qu'on chargeait des corvées dont son confrère de Cloyes ne voulait pas et qui se hasarda un soir à venir déposer au château une signification de jugement. Vimeux était un bout d'homme très malpropre, un paquet de barbe jaune d'où ne sortait qu'un nez rouge et des yeux chassieux. Toujours vêtu en monsieur, un chapeau, une redingote, un pantalon noir, abominable d'usure et de taches, il était célèbre dans le canton pour les terribles raclées qu'il recevait des paysans chaque fois qu'il se trouvait obligé d'instrumenter contre eux, loin de tout secours. Des légendes couraient, des gaules cassées sur ses épaules, des bains forcés au fond des mares, une galopade de 2 kilomètres à coups de fourche, une fessée administrée par la mère et la fille, culotte bas. Justement, Jésus-Christ rentrait avec son fusil, et le père Fouan, qui fumait sa pipe, assis sur un tronc d'arbre, lui dit, dans un grognement de colère. « Voilà le déshonneur que tu nous amènes, vaurien !»« Attendez voir, » murmura le braconnier, les dents serrées. Mais, en l'apercevant avec un fusil, Vimeux s'était arrêté net, à une 30aine de pas. Toute sa lamentable personne, noire, sale et correcte, tremblait de peur. « Monsieur Jésus-Christ, dit-il d'une petite voix grêle, je viens pour l'affaire, vous savez, et je mets ça là. Bien le bonsoir. » Il avait déposé le papier timbré sur une pierre, il s'en allait déjà à reculons, vivement, lorsque l'autre cria « Nom de Dieu de chieur d'encre, faut-il qu'on t'apprenne la politesse ? Veux-tu bien m'apporter ton papier ?» Et, comme le misérable immobilisé, effaré, n'osait plus ni avancer ni reculer d'une semelle, il le mit en joue. « Je t'envoie du plomb, si tu ne te dépêches pas. »« Allons, reprends ton papier et arrive. »« Plus près, mais plus près donc, foutu capon, ou je tire !» Glacé, blême, l'huissier chancelait sur ses courtes jambes. Il implora d'un regard le père Fouan. Celui-ci continuait de fumer tranquillement sa pipe, dans sa rancune féroce contre les frais de justice et l'homme qui les incarne, aux yeux des paysans. « Ah, nous y sommes enfin, ce n'est pas malheureux. Donne-moi ton papier. Non, pas du bout des doigts, comme à regret. Poliment, nom de Dieu, et de bon cœur. Là, tu es gentil. » Vimeux, paralysé par les ricanements de ce grand bougre, attendait en battant des paupières, sous la menace de la farce, du coup de poing ou de la gifle, qu'il sentait venir. « Maintenant, retourne-toi !» Il comprit, ne bougea pas, serra les fesses. « Retourne-toi ou je te retourne !» Il vit bien qu'il fallait se résigner. Lamentable, il se tourna, il présenta de lui-même son pauvre petit derrière de chat maigre. L'autre, alors, prenant son élan, lui planta son pied au bon endroit, si raide qu'il l'envoya tomber sur le nez à 4 pas. Et l'huissier, qui se relevait péniblement, se mit à galoper, éperdu, en entendant ce cri. « Attention, je tire !» Jésus-Christ venait d'épauler. Seulement, il se contenta de lever la cuisse et, pan, il en fit claquer un, d'une telle sonorité que, terrifié par la détonation, Vimeux s'étala de nouveau.
Cette fois, son chapeau noir avait roulé parmi les cailloux. Il le suivit, le ramassa, courut plus fort. Derrière lui, les coups de feu continuaient, pan, 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 sans un arrêt, une vraie fusillade, au milieu de grands rires, qui achevaient de le rendre imbécile. Lancé sur la pente, ainsi qu'un insecte sauteur, il était à 100 pas déjà que les échos du vallon répétaient encore la canonnade de Jésus-Christ. Toute la campagne en était pleine, et il y en eut un dernier, formidable, lorsque l'huissier, rapetissé à la taille d'une fourmi, là-bas, disparut dans Rogne. La trouille, accourue au bruit, se tenait le ventre par terre en gloussant comme une poule. Le père Fouan avait retiré sa pipe de la bouche afin de rire plus à l'aise. Ah, ce nom de Dieu de Jésus-Christ! Quel pas grand-chose! Mais bien rigolo tout de même. La semaine suivante, il fallut cependant que le vieux se décidât à donner sa signature pour la vente de la terre. Monsieur Baille H avait un acquéreur, et le plus sage était de suivre son conseil. Il fut donc décidé que le père et le fils iraient à Cloyes le 3e samedi de septembre, veille de la Saint-Lubin, l'une des 2 fêtes de la ville. Justement, le père qui, depuis juillet, avait à toucher chez le percepteur la rente des titres qu'il cachait, comptait profiter du voyage en égarant son fils au milieu de la fête. On irait et on reviendrait de même, en carrosse dans ses souliers. Comme Fouan et Jésus-Christ, à la porte de Cloyes, attendaient qu'un train eût passé, debout devant la barrière fermée du passage à niveau, ils furent rejoints par Buteau et Lise, qui arrivaient dans leur carriole. Tout de suite, une querelle éclata entre les 2 frères. Ils se couvrirent d'injures jusqu'à ce que la barrière fût ouverte. Et même, emporté de l'autre côté, à la descente par son cheval, Buteau se retournait, la blouse gonflée de vent, pour crier encore des choses qui n'étaient pas à dire. « Va donc, feignant, je nourris ton père !» gueula Jésus-Christ de toute sa force, en se faisant un porte-voix de ses 2 mains. Rue Grouez, chez Monsieur Baille H, Fouan passa un fichu moment, d'autant plus que l'étude était envahie, tout le monde utilisant le jour du marché, et qu'il dut attendre près de 2 heures. Ça lui rappela le samedi où il était venu décider le partage. Bien sûr que, ce samedi-là, il aurait mieux fait d'aller se pendre. Quand le notaire les reçut enfin et qu'il fallut signer, le vieux chercha ses lunettes, les essuya. Mais ses yeux pleins d'eau les brouillaient, sa main tremblait, si bien qu'on fut obligé de lui poser les doigts sur le papier, au bon endroit, pour qu'il y mît son nom, dans un pâté d'encre. Ça lui avait tellement coûté qu'il en suait, hébété, grelottant, regardant autour de lui, comme après une opération, quand on vous a coupé la jambe et qu'on la cherche. Monsieur Baille H sermonnait sévèrement Jésus-Christ, et il les renvoya en dissertant sur la loi. La démission de biens était immorale, on arriverait certainement à en élever les droits, pour l'empêcher de se substituer à l'héritage. Dehors, dans la rue Grande, à la porte du bon laboureur, Fouan lâcha Jésus-Christ au milieu du tumulte du marché. Et, d'ailleurs, celui-ci, qui ricanait en dessous, y mit de la complaisance, se doutant bien de quelle affaire il s'agissait. Tout de suite, en effet, le vieux fila rue Baudonnière, où monsieur Hardy, le percepteur, habitait une petite maison gaie entre cour et jardin. C'était un gros homme, coloré et jovial, à la barbe noire bien peignée, redouté des paysans, qui l'accusaient de les étourdir avec des histoires. Il les recevait dans un étroit bureau, une pièce coupée en 2 par une balustrade, lui d'un côté et eux de l'autre. Souvent, il y en avait là une 12aine, debout, serrés, empilés. Pour le moment, il ne s'y trouvait tout juste que Buteau qui arrivait. Jamais Buteau ne se décidait à payer ses contributions d'un coup. Lorsqu'il recevait le papier, en mars, c'était de la mauvaise humeur pour 8 jours. Il épluchait rageusement le foncier, la taxe personnelle, la taxe mobilière, l'impôt des portes et fenêtres. Mais ses grandes colères étaient les centimes additionnels, qui montaient d'année en année, disait-il. Puis il attendait de recevoir une sommation sans frais. Ça lui faisait toujours gagner une semaine. Il payait ensuite par 12e, chaque mois, en allant au marché. Et, chaque mois, la même torture recommençait.
Il en tombait malade la veille, il apportait son argent comme il aurait apporté son cou à couper. Ah, ce sacré gouvernement! En voilà un qui volait le monde. Tiens, c'est vous, dit gaillardement M. Hardy. Vous faites bien de venir, j'allais vous faire des frais. Il n'aurait plus manqué que ça, grogna Buteau. Et vous savez que je ne paye pas les 6 francs dont vous m'avez augmenté le foncier. Non, non, ce n'est pas juste. Le percepteur se mit à rire. Si, chaque mois, vous chantez cet air-là. Je vous ai déjà expliqué que votre revenu avait dû s'accroître avec vos plantations, sur votre ancien pré de l'Aigre. Nous nous basons là-dessus, nous autres. Mais Buteau se débattit violemment. Ah oui, son revenu s'accroître? C'était comme son pré, autrefois de 70 arts, qui n'en avait plus que 68, depuis que la rivière, en se déplaçant, lui en avait mangé 2. Eh bien, il payait toujours pour les 70. Est-ce que c'était de la justice, ça? Monsieur Hardy répondit tranquillement que les questions cadastrales ne le regardaient pas, qu'il fallait attendre qu'on refît le cadastre. Et, sous prétexte de reprendre ses explications, il l'accabla de chiffres, de mots techniques, auxquels l'autre ne comprenait rien. Puis, de son air goguenard, il conclut. « Après tout, ne payez pas, je m'en fiche, moi, je vous enverrai l'huissier. » Effrayé, ahuri, Buteau rentra sa rage. Quand on n'est pas le plus fort, faut bien céder. Et sa haine séculaire venait encore de grandir avec sa peur contre ce pouvoir obscur et compliqué qu'il sentait au-dessus de lui. L'administration, les tribunaux, ces feignants de bourgeois, comme il disait. Lentement, il sortit sa bourse. Ses gros doigts tremblaient. Il avait reçu beaucoup de sous au marché et il tâtait chaque sou avant de le poser devant lui. 3 fois, il refit son compte, tout en sous, ce qui lui déchirait le cœur davantage, d'avoir à en donner un si gros tas. Enfin, les yeux troubles, il regardait le percepteur encaisser la somme lorsque le père Fouan parut. Le vieux n'avait pas reconnu le dos de son fils et il resta saisi quand celui-ci se retourna. « Et ça va bien, monsieur Hardy ?» bégaya-t-il. « Je passais. J'ai eu l'idée de vous dire un petit bonjour. » On ne se voit quasiment plus. Buteau ne fut pas dupe. Il salua, s'en alla d'un air pressé. Et, 5 minutes plus tard, il rentrait, comme pour demander un renseignement oublié, au beau moment où le percepteur, payant les coupons, étalait devant le vieux un trimestre, 75 francs, en pièces de 100 sous. Son œil flamba, mais il évita de regarder son père, feignant de ne pas l'avoir vu jeter son mouchoir sur les pièces, puis les pêcher comme dans un coup d'épervier et les engloutir au fond de sa poche. Cette fois, ils sortirent ensemble, Fouan très perplexe, coulant vers son fils des regards obliques. Buteau, de belle humeur, repris d'une brusque affection. Il ne le lâchait plus, voulait le ramener dans sa carriole, et il l'accompagna jusqu'au bon laboureur. Jésus-Christ était là avec le petit sabot de Brinqueville, un vigneron, un autre farceur renommé qui vantait, lui aussi, à faire tourner les moulins. Donc, tous les deux, se rencontrant, venaient de parier 10 litres à qui éteindrait le plus de chandelles. Excités, secoués de gros rires, des amis les avaient accompagnés dans la salle du fond. On faisait cercle, l'un fonctionnait à droite, l'autre à gauche, culotte bas, le derrière braqué, éteignant chacun la sienne, à tout coup. Pourtant, Sabot en était à 10 et Jésus-Christ à 9, ayant une fois manqué d'haleine. Il s'en montrait très vexé, sa réputation était en jeu. Hardy, là. Est-ce que Rogne se laisserait battre par Brinqueville? Et il souffla comme jamais soufflet de forge n'avait soufflé. 9, 10, 11, 12. Le tambour de Cloix qui rallumait la chandelle faillit lui-même être emporté. Sabot, péniblement, arrivait à 10, vidé, aplati, lorsque Jésus-Christ, triomphant, en lâcha 2 encore, en criant au tambour de les allumer, ceux-là, pour le bouquet. Le tambour les alluma, ils brûlèrent jaunes, d'une belle flamme jaune, couleur d'or, qui monta comme un soleil dans sa gloire. Ah,
Ce nom de Dieu de Jésus-Christ, quel boyau! À lui la médaille! Les amis gueulaient, rigolaient à se fendre les mâchoires. Il y avait de l'admiration et de la jalousie au fond, car tout de même, fallait être solidement bâti pour en contenir tant et en pousser à volonté. On but les 10 litres. Ça dura 2 heures, sans qu'on parlât d'autre chose. Buteau, pendant que son frère se reculottait, lui avait allongé une claque amicale sur la fesse. Et la paix semblait se faire dans cette victoire qui flattait la famille. Rajeuni, le père Fouan contait une histoire de son enfance, du temps où les Cosaques étaient en Beauce. Oui, un Cosaque qui s'était endormi, la bouche ouverte, au bord de l'Ègre, et dans la gueule duquel il en avait collé un, à l'empâter jusqu'aux cheveux. Le marché finissait, tous s'en allèrent, très soûls. Il arriva alors que Buteau ramena dans sa carriole Fouan et Jésus-Christ. Élise, elle aussi, à qui son homme avait causé bas, se montra gentille. On ne se mangeait plus, on choyait le père. Mais l'aîné, qui se dessoulait, faisait des réflexions. Pour que le cadet fût si aimable, c'était donc que le bougre avait découvert le pot-aux roses chez le percepteur? Ah non, minute! Si jusque-là, lui, cette fripouille, avait eu la délicatesse de respecter le magot, bien sûr qu'il n'aurait pas la bêtise de le laisser retourner chez les autres. Il mettrait bon ordre à ça, en douceur, sans se fâcher, puisque maintenant la famille était à la réconciliation. Lorsqu'on fut à Rognes, et que le vieux voulut descendre, les 2 gaillards se précipitèrent, rivalisant de déférence et de tendresse. « Père, appuyez-vous sur moi. Père, donnez-moi votre main. » Ils le reçurent, ils le déposèrent sur la route. Et lui, entre les deux, restait saisi, frappé au cœur d'une certitude, ne doutant plus désormais. « Qu'est-ce que vous avez donc, vous autres, à m'aimer tant que ça ?» Leurs égards l'épouvantaient. Il les aurait préférés, comme à l'ordinaire, sans respect. Ah, foutu sort! Allait-il en avoir des embêtements, maintenant qu'il lui savait des sous? Il rentra au château, désolé. Justement, Canon, qui n'avait pas paru depuis 2 mois, était là, assis sur une pierre, à attendre Jésus-Christ. Dès qu'il l'aperçut, il lui cria « Dis donc, ta fille est dans le bois au Pouillard, et il y a un homme dessus. » Du coup, le père manqua crever d'indignation, le sang au visage. « Salope qui me déshonore !» Et, décrochant le grand fouet de routier, derrière la porte, il dévala par la pente rocheuse jusqu'au petit bois. Mais les oies de la trouille la gardaient comme de bons chiens quand elle était sur le dos. Tout de suite, le jar flaira le père, s'avança, suivi de la bande. Les ailes soulevées, le cou tendu, il sifflait, dans une menace continue et stridente, tandis que les oies, déployées en ligne de bataille, allongeaient des coups pareils, leurs grands becs jaunes ouverts, prêts à mordre. Le fouet claquait, et l'on entendit une fuite de bêtes sous les feuilles. La trouille, avertie, avait filé. Jésus-Christ, lorsqu'il eut raccroché le fouet, sembla envahi d'une grande tristesse philosophique. Peut-être le dévergondage entêté de sa fille lui faisait-il prendre en pitié les passions humaines. Peut-être était-il simplement revenu de la gloire, depuis son triomphe, à Cloyes. Il secoua sa tête inculte de crucifié chapardeur et soulard. Il dit à Canon : « Tiens, veux-tu savoir ? Tout ça ne vaut pas un paix. » Et, levant la cuisse, au-dessus de la vallée noyée d'ombre, il en fit un, dédaigneux et puissant, comme pour en écraser la terre.